Comment ça va sur Paris? Bah, écoute, ça va. Il fait beau. Ouais. Euh, hein, on a eu une super masterclass avec Dan Veil à Sub de création là, c'était super. Et maintenant j'enchaîne avec toi, donc voilà, très bien, super. On adore, c'est que du plaisir. Est-ce que pour ceux qui te connaîtraient pas encore, tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, qui tu es et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Alors je suis donc Nicolas Surzola, je suis le directeur de Sub de création, directeur délégué. C'est une école qui appartient au groupe Intech. Sub de création, c'est une école qui est réputée sur la création publicitaire pendant près de 30 ans et qui s'est ouverte depuis maintenant 2016 sur tout un tas de filières, du game design, sur le motion design, tout ce qui a trait également sur ce qu'on appelle le design de l'interaction, le filmmaker. On travaille pour JCDecaux, on travaille pour UNICEF. On engage en fait les étudiants à travailler avec des institutions, des entreprises, de grandes agences. On a travaillé avec pas mal de toutes les agences de Paris. On a un joli réseau et c'est avec grand plaisir qu'on a accueilli Dan Veil, qui est le chef décorateur sur les films de Besson. On a pu évoquer, par exemple, cet après-midi online sur notre campus virtuel, le travail qu'il avait pu faire avec Luc Besson sur évidemment le cinquième élément, le Grand Bleu, Nikita, etc., etc. Voilà. Ouais, on connaît. C'est très très cool. C'était bien? C'était super. Ouais. Dan Veil est génial. On a une belle interaction aussi avec les étudiants. Je remercie beaucoup Pablo Tréhin-Marceau qui a travaillé sur ces masterclass. On essaye de mettre en place le plus régulièrement possible au sein de l'école. Eh ben, c'est gentil d'avoir présenté tout ça, notamment ceux qui bossent avec toi et avec qui tu es en lien à Sub de création. Battle de cœur, ok, qui nous dit en commentaire Battle de cœur. Est-ce que tu es prêt à parler un petit peu cinéma, série avec nous? A priori, tu es plutôt friand de tous ces sujets-là? En plus, pour rien vous cacher, je suis dans mon espace de travail. C'est vrai que j'occupe la fonction de direction au sein de Sub de création, mais j'ai aussi un autre passe-temps qui est la bande dessinée. Et donc, un autre passe-temps, enfin un passe-temps qui s'appelle la bande dessinée. Et donc, je vous ai ici, vous êtes ici donc devant mon bureau. Vous avez devant l'atelier avec un dessin en préparation et puis tout un tas de petites choses dont on va évidemment parler ensemble. Voilà. Ça fait ça fait pro, ouais. Dis donc, ça blague pas là. Il y a le petit atelier, il y a les couleurs, il y a les palettes. Tu sais, nous on est là, tu vois, on gribouille avec des trucs, tu vois. Là, c'est un. Vous cherchez un graphiste ou illustratrice? Est-ce que tu cherches un graphiste? Ben, pour le moment, non, parce que j'essaye humblement avec ceci de travailler sur mes BD, mes recherches, etc. Donc, j'ai amené tout un tas de petits trucs, si jamais le cœur vous en dit. Voilà. Parfait, on va pouvoir en discuter juste après, parce que ça va nous intéresser, notamment avec la partie Red Dead. Je te propose de commencer par notre sujet qu'on a présenté dans le programme, qui est le fameux sujet des Avengers. Donc l'objectif, c'est de parler à la fois du MCU, mais en même temps du lien qu'il y a avec les comics, que toi tu maîtrises plus que moi. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire si tu as un film Avengers que tu as préféré parmi les 4? Non, c'est 4, oui. Bon, alors on démarre tout de suite par les comics. Donc, ce qui est vachement intéressant dans les comics, c'est la manière dont ils ont transposé cet univers au cinéma. Il faut savoir que moi, j'ai 45 ans, donc je fais partie de ceux qui ont découvert les personnages du Marvel Comics Universe au travers de la bande et puis de ces fameux comic strips qu'on pouvait récupérer de temps à autre dans les journaux, parce qu'il y avait à la fois des parutions de comics tels qu'on les connaît, et puis il y avait aussi évidemment tout un tas de petites choses qu'on allait récupérer chez notre marchand de journaux quand on avait accès à Strange et compagnie. C'était en quelle année ça? C'était dans les années 80, début 80, on est en 82, 85. Ouais, j'étais jeune, je crois. Il y a eu effectivement plein de nouvelles collections qui ont été diffusées d'abord à Lyon, puis ensuite c'est remonté évidemment à Paris et ça a évidemment envahi toute la France. Et ce qui est assez rigolo, c'est que depuis, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Alexandre Astier, toute cette génération de personnes qui ont aussi aujourd'hui entre 40 et 45. Donc ça m'a donné évidemment envie de faire de la bande dessinée aussi moi-même.
Bon, pour revenir à ta question, le personnage que je préfère moi dans le Marvel Cinematic Universe, c'est celui-là. C'est le Doctor Doctor Strange. Strange, le fameux, qui est incarné à l'écran par Benedict. Comment? Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Le fameux. Tu le prononces bien. C'est ça. Et ce qui est vachement bien avec le Doctor Strange, c'est qu'il faut savoir que le Doctor Strange, c'est l'autre personnage qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko, qui n'a pas eu évidemment le même succès que Spider-Man. En fait, faut savoir que lui est bankable à la base, mais lui pas tellement. Et ça, c'est un personnage qui ressemble beaucoup plus à Steve Ditko, qui était le dessinateur à l'époque de ces personnages-là, tandis que Stan Lee, lui, il s'est beaucoup plus intéressé à Spider-Man, qu'il voyait décliner sur tout un tas de goodies, déclinaisons, etc., etc. Et c'est le cas aussi au ciné aujourd'hui, où c'est beaucoup plus bankable la licence Spider-Man. Là, on voit qu'il y a quand même eu 3 univers. Ben, la franchise de Spider-Man, ça coûte des milliards, hein, gentiment. En tout cas, un bon paquet de millions, quoi qu'il arrive. Et puis, Sony a mis le grappin dessus, donc il a fallu pour Marvel trouver des acheteurs pour vendre les licences pour survivre à un moment donné où effectivement la maison des idées, c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, était en faillite. Et donc voilà, ils commençaient à vendre leur franchise à droite à gauche. Le travail qui est fait par Kevin Feige qui est aujourd'hui le directeur des studios Marvel, c'est un travail colossal de récupération de ces franchises, de travail autour des personnages, de densifier en fait, d'essayer de retrouver en fait des histoires connectées les unes aux autres sur 10 ans, puisqu'on a vu que Avengers Endgame est sorti donc il y a l'année dernière ou il y a un an, et c'est vraiment un gros travail quand même de synthétisation de l'ensemble de ces personnages, parce que depuis le temps il y a eu quand même pas mal, c'est clair. donc quand même pas mal d'aventures, et pour le fan qui est ou le profane, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils parviennent à trouver comme ça des liens, des connexions qui permettent de rassembler tout le monde. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du dernier Endgame au ciné? On était tous, on a tous trouvé que la première partie Infinity War manquait parfois un petit peu de cohérence, hein, pour le battre, pour essayer de lui enlever le corps, alors qu'il suffit de le trancher, on n'en parle plus. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié moi dans la deuxième partie, donc Endgame, c'est le fait finalement de faire un gigantesque hommage au parcours de Robert Downey Jr. depuis le temps qu'il est à la toute cette fratrie de super-héros. Il a lui-même relancé la licence, ça lui a permis de se reconnecter aussi à la réalité de sa condition d'acteur hollywoodien, etc. C'était plutôt pas mal. On a une question, une question qui... Comment? Sur Hulk, ouais. Est-ce que tu trouves que le traitement de Hulk, il est décevant dans le MCU? Ah, je préfère les dernières versions qui ont été faites avec Halo, mais par contre, devenu ce qu'il est dans Endgame, il fait un petit peu plastique, quoi. C'est un peu dommage. Parce que dans les comics, il était censé être beaucoup plus utile, en tout cas beaucoup plus présent, beaucoup plus énervé, beaucoup plus. Il n'y avait pas une histoire comme quoi il devenait rouge, ou il n'y a pas un délire comme ça? Oui, alors le fait qu'il devienne rouge, c'était aussi. Alors c'est pas lui qui est devenu rouge, parce qu'ils font de la récupération de son sang pour en faire tout un tas de trucs. Et c'est pas lui, c'est un soldat, je crois, ou c'est le colonel. Ouais. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui part du mythe de Frankenstein avec la radiation, parce que dans les années 60, ils sont tous omnibulés par Atomique et par la bombe atomique. Oui, c'est effectivement Red Hulk, c'est le général Ross. Et ce qui est vachement, c'est que Hulk, il a traversé pas mal d'époques. Il a été soumis aussi à un délire un petit peu paranoïaque. Ils ont scindé le personnage en deux. Enfin bref, voilà. C'est pas forcément mon personnage préféré, donc je suis pas aussi pointu que sur d'autres persos. D'accord. Moi, j'étais un peu déçu aussi, hein, sur la partie Endgame. Enfin, Endgame, on savait que ça allait pas être dingue, mais moi, c'était surtout dans Infinity War, dans la mesure où il est dans la bande-annonce. Tu vois, tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, mais il est dans la bande-annonce, on le voit courir avec les autres, et au bout de 5 minutes, tu ne le vois plus du film. Et c'est le rouge, on nous dit le rouge, c'est saut 2019, vive le vert. Oui, sauf qu'on aurait bien aimé en voir plus dans Infinity War.
En tout cas, moi, c'était un peu ma déception. Est-ce que tu as une attente face à laquelle le film Endgame n'a pas répondu, à part Hulk? Voilà. Quand on regarde les chiffres d'entrée, vu comme tout le monde s'est précipité, euh, on peut dire que quand même globalement, c'est un gros carton. Ça a bien marché, ouais. Je Donc, rappelle, ça a fait 900 millions de dollars de chiffres devant Avatar qui lui était à 760 millions. Endgame et du coup devant tout le monde en fait. Voilà, tout simplement. Je suis en train de regarder en même temps les chiffres et c'est assez lunaire. Ces chiffres-là qui est quand même non, pour un film qui est quand même un film de super-héros qui à la base qui peut paraître hyper mainstream, hyper fan service, tu vois, alors qu'au final c'est le truc qui marche le mieux dans l'univers du cinéma. Je trouve mais ça alors, assez ouf. c'est un peu. Moi, je suis moins fan de ces grosses productions. Ils sont tous ensemble, même si jamais, évidemment, je les regarde, mais je préfère finalement les petites histoires. Je préfère les solos. Je trouve que il y a par exemple un film d'Iron Man le 3, par Ouais. exemple, qui je trouve absolument dingue. La manière dont il est pensé, écrit, réfléchi. J'avais vraiment eu un coup de cœur quand je l'avais vu. Ouais, bien Et sûr. Oui, il était incroyable. voilà, je trouve que quand ils sont dans un registre solo, ils se rapprochent assez de ce qu'on appelle les graphic novels. C'est-à-dire que on est moins dans la volonté de récupérer plein de franchises ensemble pour faire un méga gros carton. On essaye plutôt d'explorer un personnage, un peu comme ils le font dans certaines séries Netflix, pour évidemment travailler la psychologie, peut-être évidemment quelques contradictions. Je préfère plutôt ces films-là. Ouais, et puis ils sauvent pas forcément tout le temps le monde. Il y a ça aussi qui est pas mal, notamment dans Spider-Man, que moi j'ai pas mal apprécié. Les enjeux ils sont plus de sauver le monde à chaque fois, et ça c'est cool. Ça apporte aussi, c'est des méchants c'est des vilains qui sont pas forcément là pour Ouais. éclater la terre, donc ça apporte aussi on peut raconter un peu plus de choses en étant un peu plus léger aussi, j'ai l'impression. C'est ça, c'est explorer les origines, c'est aussi quelque part travailler davantage la psychologie du personnage. Et ça, c'est Un quand même, côté plus humain, comme dirait Tuma El Colomo, exactement. c'est exactement ça. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Eh ben, les connexions se font. Est-ce que tu peux nous dire si dans toute la lignée du MCU, à part Iron Man 3, parce qu'a priori celui-là tu l'as bien aimé, celui qui t'a le plus déplu? On enlève Hulk, parce que Hulk c'est pas le même acteur, donc on le considère pas dans la ligne, mais l'un des films MCU qui t'a le plus déçu. J'avoue que le premier Captain America, j'avais pas été très enchanté. En Ouais. fait, après certains torts aussi. Le premier était très sage, le deuxième avait pas grand chose à dire. Le troisième Ouais. est un peu intéressant parce qu'il part en fait de l'univers de Jack Kirby, qui est le grand designer, je dirais, de l'univers marvelien dans son sens littéral, puisqu'il a bossé sur toutes les franchises. Et du coup, on sent dans le troisième opus de Thor la volonté vraiment de remettre Jack Kirby, y compris même dans le logo, dans le design, dans tous les effets de décor, dans les costumes. C'est vraiment très intéressant. Après, il y a une question qui tombe sur Black Panther. Ouais. Black Panther, c'est dans le monde des comics, Black Panther, c'est évidemment un personnage qui est hyper intéressant, hyper puissant, hyper symbolique aussi par bien des aspects. Et il travaille dans cette lignée aussi avec Luke Cage et compagnie. Donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est vrai que du point de vue du comics, il a pas eu vraiment des histoires qui étaient aussi développées que ce que le film lui propose. Et c'est lui rendre justice de travailler sur 3 longs métrages pour travailler effectivement tout cet univers aussi qu'on connaît finalement peu quand on est dans le grand public. Et trouver là aussi un matériau assez intéressant parce que dans certaines bandes dessinées d'ailleurs qui étaient éditées dans les années 70, on trouvait certains épisodes de Black Panther dans des petites revues noir et blanc Ouais. qu'on trouve chez quelques collectionneurs de BD qui sont pas du tout euh, à l'époque. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il travaille, il traite de nombreux thèmes sociaux
puisque Black Panther se retrouve aux États-Unis, en plein cœur des États-Unis. C'est plutôt intéressant. Est-ce que on a une question qui arrive en commentaire? Est-ce que t'es plutôt Marvel ou DC? Bah, chez DC, pour moi, le seul personnage qui c'est Batman. Voilà. Batman. Ouais, le fameux. Batman, c'est d'un point de vue, je dirais univers, psychologie, et puis personnage qui se renouvelle. Ouais. C'est quand même extrêmement intéressant. Les autres personnages sont un peu des demi-dieux dans des villes qui sont un peu plastiques. Et du coup, pour moi, il manque un peu de chair. Ils ont du mal à exister. Je préfère largement les héros de Marvel qui sont plus proches de nous. D'ailleurs, en termes de collection, j'ai beaucoup plus de comics, parce que j'ai une belle collection de comics de Marvel que. Et est-ce que tu es prêt pour le prochain Batman avec comment il va s'appeler? Comment il s'appelle l'acteur? Le prochain. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je suis en train de chercher sur le web parce que moi je me souviens plus. Robert Pattinson, le fameux, le beau gosse de Twilight et tout, les loups-garous, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est chaud pour le prochain Batman avec Pattinson ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser ce qui a été fait avant? Christopher Nolan qui est quand même. Ça va être quand même compliqué de dépasser Nolan, parce que Nolan, il a quand même mis. Nolan, il a su créer là aussi un graphic novel qui est très spécifique. Ce qu'on entend graphic novel, c'est en fait une aventure, une histoire qui ne peut être que pensée et vue par un scénariste et un dessinateur en dehors en fait de tout un cycle d'histoire en continu. En ce moment, si vous aimez donc les comics, je vous conseille plus particulièrement de vous rapprocher de ce que fait Sean Murphy sur Batman. C'est un Batman qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, qui pourrait se rapprocher un petit peu du look de Pattinson, puisque si vous avez regardé quelques vidéos qui sont sorties, Ouais. certaines choses qui sont identiques, mais c'est vrai que Matt Reeves, c'est un bon réalisateur, mais je pense naturellement qu'il est quand même pas au niveau que Nolan, et j'espère qu'il va nous surprendre. Voilà. Ben écoute, c'est quand même assez couillu de se lancer dans ce projet-là, surtout quand t'arrives après le dernier Batman là, qui est quand même Rises, qui était quand même hallucinant en termes de noirceur, de profondeur de personnage, d'histoire, d'écriture. Complètement. À l'époque, Nolan, il avait eu davantage de temps pour penser en fait son projet, tandis que je peux imaginer que les délais pour fabriquer, concevoir, pour travailler le scénario, etc., sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui est assez intéressant, en regardant un petit peu certains détails de production, c'est que la Batmobile qui va être utilisée dans le film, elle rappelle un peu celle des années 70, où on est plutôt sur des muscle cars, qui est encore une autre version des Batmobiles qu'on a pu voir jusqu'à présent. On a vu des engins futuristes chez Burton avec des profilages. Des flammes, ouais. On a vu la version tank, char d'assaut revu et corrigé en 4x4, etc. Chez Nolan. Et puis là, on revient à la muscle car. Ça va être effectivement compliqué, comme le dit Stanley, de faire référence à Nolan. Par contre, il y a un truc qui est assez incroyable chez le DCU, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le revirement en tout cas entre la période Snyder et puis la nouvelle période qui est ouverte avec le Joker, puisque Stanley en parle. C'est vrai que ils sont revenus à autre chose, comme pour contrecarrer, je dirais, les effets CGI, les effets spéciaux qui sont évidemment aujourd'hui monnaie courante dans les films Marvel. On a l'impression qu'ils veulent revenir à quelque chose de plus humain, plus réel, plus concret. Ouais. Le problème, c'est comment certains personnages vont coexister là-dedans. Batman dans du concret, ça marche. Superman dans du concret, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est ça. C'est toujours, mais c'est vrai, c'est la même question. C'est un peu le même sujet que Iron Man et un Thor qui le rejoint. T'as un truc un peu surnaturel, ou d'un gars qui a des gadgets, qui a de l'argent, qui arrive à faire un truc qu'on peut rendre hyper sombre, en tout cas donner de la profondeur.
la profondeur que Iron Man il a dans le MCU, elle est incroyable. L'évolution du perso, elle est incroyable. Il passe d'un playboy trou du cul à un gars qui se sacrifie pour ses potes. Pareil pour Batman, tu vois, qui est un gars qui évolue pas mal aussi à la fin du troisième. Et il est proche du réel, et c'est ça qu'on aime bien aussi. Mais comme tu dis, dans Justice League, les mettre ensemble, ça a été un peu compliqué. L'univers là, il était un peu dur aussi de les mettre ensemble. On a vu, on a. Surtout, c'est un film qui est extrêmement moche. Enfin, on a rarement vu un film plus moche. Et puis, c'est pathétique parce que tout ce que Snyder avait essayé de monter en termes de trame, en termes Ouais, de réflexion, ouais. a été pulvérisé avec la sombre bouse qui est sortie. Zack Snyder qui est quand même, qui était quand même, qui est quand même pas, qui est quand même quelqu'un, tu vois. Il a quand même fait Star Wars 300. 300, il a fait un truc. Ouais, il en a fait des trucs super. C'est parce qu'il a fait Watchmen et 300 qu'on lui a confié en fait la possibilité d'adapter cet univers. Mais pour les décideurs, en tout cas pour les gens de la Warner, c'était trop sombre. Donc ils ont coupé court en plein milieu de son budget, ils l'ont viré, puis ils ont mis à la celui qui avait Joss Whedon qui avait réalisé le premier Avengers et Ultron, et le type il a fait que les moyens du bord, enfin les moyens du bord, évidemment c'est une production américaine, Oui, mais oui. il a débarqué sur un tournage et puis en gros, comme le disait Dan Veil tout à l'heure en masterclass à Sub de Création, et c'est pas le réalisateur qui est le décideur aux États-Unis, hein, c'est le Ouais, producteur. le producteur, bien sûr. On est menotté, puis on essaie de faire rentrer les plans qu'on avait décidés, qui ont été rewrités au dernier moment. Alors que c'est bête, hein, parce que il y a beaucoup de monde qui avait apprécié la noirceur du Batman qui était proposé par Zack Snyder, et ça faisait un peu du bien d'avoir ça aussi, d'avoir cette sombre personnalité que tu retrouves dans les BD, parce que c'est ce que les gens attendaient aussi ils reprochaient un peu à MCU d'être trop drôle, des blagues pour rien, etc. Et on arrivait avec un super-héros qui répondait à cette demande d'être sombre et avec un esprit, une profondeur, quelque chose. Et le fait d'avoir fait s'unifier tout le monde dans Justice League, moi j'ai trouvé ça un peu. Alors que pareil, Wonder Woman, il était quand même bien comme film solo. Ils avaient fait, c'était pas la folie, mais ils avaient fait le job. On avait une première super héroïne qui était pas trop mal. Après voilà, tu compares avec Captain Marvel, ça reste pas du niveau de dingue quoi. Les deux sont pas dingues, mais on avait quand même un bon début. J'ai l'impression que pour qu'un film existe, surtout dans ce cadre d'univers, il faut quand même que tu aies un bon belligérant en face. Parce que si tu as des bad guys de seconde zone, très rapidement tu te retrouves vite avec un héros qui est tout seul. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans Wonder Woman, c'est-à-dire que c'était une jolie surprise. Et le film aussi tombe pile poil dans des circonstances sociétales que l'on connaît, mais sur la qualité du film et surtout sur la dernière partie du film, le dernier tiers, on est quand même pas très loin de ce qui s'est passé. Donc c'est un peu dommage. Ce qui est vachement intéressant, c'est toute la première partie du film où elle découvre, où elle se découvre elle-même, où elle découvre un autre monde. Ouais, bien sûr. La retranscription de la Première Guerre mondiale, c'est aussi pas mal, ou de la Seconde Guerre, je crois. Enfin bref, c'est pas mal. La première, ouais. Après, ce qui est dommage, il y a personne en face. Voilà. C'est un peu dommage. Maintenant c'est toute la question aussi du MCU. Qui on va avoir en face, quel méchant on va avoir en face, et ça pose des questions aussi. On nous dit Justice League bâclé, ils ont voulu rattraper Marvel, mais non. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Surtout, ils avaient l'ambition, mais ils sont arrêtés en plein milieu. C'est ça qui est le plus surprenant. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un consortium chez Warner qui a décidé d'acter le fait que c'était Snyder qui allait récupérer le truc et qui allait, avec Nolan d'ailleurs, puisque Nolan il a travaillé sur les premiers Superman, etc., de travailler cet univers étendu et d'y donner une certaine forme de densité. Et puis ensuite, ils ont été lâchés au profit de Booz. Et ensuite, il y a Yes. et comment tu veux rallier Joker si tant est que tu conserves évidemment le même casting avec Joaquin Phoenix, avec, je sais pas moi, celui qui joue Flash là, en espèce de Flash. Ouais. Complet, ça ne fonctionne pas. Déjà, Flash n'est pas
Il y a de quoi hurler quand tu connais un peu le personnage. Et donc, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. On nous Donc, demande, on nous demande. Ouais, vas-y. donc, ce qui est dommage, c'est que la grande différence, je pense, entre les deux adaptations en termes de cinéma, c'est que d'un côté de Marvel, j'ai l'impression que d'abord, il y a Ryan Meyerning, qui est le designer des Ouais. costumes, des décors, des engins. Et donc, le type, il a pris possession du studio et il travaille dans un univers qu'il connaît, qu'il maîtrise et qui est révérencieux par rapport à tout ce que propose le Marvel Cinematic Universe. Tandis que chez DC, comme il y a des successions de décideurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, en fait, on bascule entre le dessin animé classique et puis autre chose, quoi. On nous demande qu'est-ce que tu penses des propos de Scorsese sur le MCU, la Ben, sortie qu'il avait eue. je sais pas, honnêtement, que un réalisateur a très bien le droit de dire que tel ou tel film, c'est pas sa tasse de thé. Mais le problème aux États-Unis, c'est qu'on prend une micro citation pour en faire un espèce de dossier et on le monte en épingle. Scorsese, il a le droit de dire que les Marvel, c'est pas son truc. Il a le droit de dire que tel ou tel réalisateur, il n'a pas forcément apprécié son film. Je pense que Mhm. Scorsese, en gros. Et puis tout le monde a le droit de le dire. Tout le monde peut penser que le film, tu l'as pas reçu, tu le trouves pas intéressant, etc. Est-ce que il faut en faire ensuite un dossier? Je pense que faut savoir que aux États-Unis, il y a beaucoup en fait de médias, réseaux sociaux, communautés aussi qui se battent un petit peu sur certains Ouais. éléments. Et il faut évidemment, à un moment donné, c'est comme Star Wars et Star Trek, quoi. Il faut un petit peu se bastonner pour savoir qui est la meilleure franchise, la meilleure licence, etc. Ok. Et la question, Merci pour ton éclairage là-dessus. C'est quoi laquelle question? il y a une question, est-ce que Ezra Miller fait de la course à pied? Alors ça, c'est vrai, c'est très drôle parce que regarder courir Ah, Flash par Ezra Miller, mais c'est à mourir de rire. C'est-à-dire que là, ouais, non, c'est un on est, enfer. c'est un enfer, c'est un enfer. Le personnage Flash, bon, le mec qui court, il n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais en plus de le traiter de cette manière-là, Ouais, c'est regardez clair, la c'est manière clair. d'argent dans les franchises X-Men, c'est quand même autrement plus sympa, quoi. On nous dit belle déco dans le fond, en tout cas, Nicolas. Eh ben, écoute, les gens savent reconnaître la qualité murale. Ah oui, alors ça, c'est une photo de Yann, un super photographe, avec lequel on a travaillé pour une campagne UNICEF à Sud de Création et avec les étudiants de Team Créatif. Et puis ça, ce sont deux, deux tableaux qui sont faits par Xavier Perron, qui est un designer, un directeur artistique et un typographe et un calligraphe. Voilà. Le fameux Xavier. Il travaille aussi à Sud de Création. Eh ben, écoute, il y a une belle équipe. Merci d'avoir pu répondre à la partie MCU et Avenger qui était hyper intéressante. On va te faire le fameux jeu, le fameux jamais 2 sans 3. Aïe, aïe, Je te aïe. réexplique les règles. C'est ce que tout le monde attend, tout le monde me demande en commentaire. Je te réexplique les règles. Les règles, c'est, je te donne 3 mots et tu dois deviner le nom du film. Ok. T'es prêt? Ouais. Attends, on me voit super mal. Est-ce que ma 4G, est-ce que toi tu me vois bien ou pas? M'entends. Moi, je te veux. Ils ont. Est-ce que ces films. Ouais, c'est mieux. Est-ce que ces films ont un attrait avec ce qu'on vient de se dire? Absolument pas. Absolument pas. C'est là toute la difficulté de la chose. Donc, on est parti? Allez. Alors, si je te dis sabre, Azix et Asie. Oh. Oui, Bill. Bien joué. C'est les Azix qui t'ont donné la. Ouais, sabre plus Azix, ouais. Ok, Faut pas. ok. Ça va. On commence tranquillement. Euh, Nazi, Blanquette, René Coty. OSS. OSS 117, le premier. Le gars est trop fort, mais ok. On va y aller un peu plus compliqué. T'étais là hier soir pour le live ou pas? T'as regardé? Non. Non, ok. Bah, c'est bon. Alors, fauteuil roulant, écologie, planète.
Ah, fauteuil roulant, écologie, planète. Ah, ça, c'est une bonne question. Exactement. Et c'est là où tout le monde panique, mais a priori, t'es pas prêt de t'en sortir. Écologie. Alors en fait, j'aurais dit planète et fauteuil roulant, j'aurais dit né le 4 juillet avec Tom Cruise. Non, Mais c'est le mot écologie qui me turlupine. ça turlupine, hein. Ça Ouais. turlupine. Écologie. Quel film a marqué les esprits pour son apport sur le sujet de l'écologie? En tout cas, a apporté quelque chose à l'édifice. Non mais il y en a eu plusieurs, hein, mais Non, 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 il n'y en a pas eu plusieurs. C'est là où tu te trompes. en fait, le petit jeu il va durer longtemps. Ah bah écoute, tout le monde a trouvé, hein, a priori. Non, 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 non. Alors, écologie, Ouais. fauteuil roulant. Fauteuil roulant, ouais, fauteuil roulant. Planète. Meilleur film du box-office avant Endgame. What? Meilleur film du box-office avant Endgame, c'est un indice. Non. Si, si. Mais me dis pas intouchable parce que. Putain, mais en plus là, si tu veux, je suis fixé sur des documentaires. Donc le problème c'est ça, écologie, fauteuil roulant. Non, honnêtement, je sèche. Eh ben, Avatar. Avatar. Eh oui, fauteuil roulant. Jack Sully. Jack Sully, il est en fauteuil. Bon, alors, je vais vous avouer un truc. Non, non, sérieux? Me dis pas ça. Me dis pas que tu l'as pas vu. Bon, Avatar, je suis pas, il m'a pas bouleversé autant que, voilà, franchement. Yes. Ok. Allez. C'est pour ça que enfin, en l'occurrence, je me souvenais même, ouais, c'est vrai qu'il est, voilà, Avatar, il m'a pas, si, je l'ai Ciao. vu et tu rigoles. Allez. Hein? Merci. À plus tard. À plus tard. Il m'en reste encore deux à Non, te faire deviner. non, je l'ai vu, je me souviens très bien de l'avoir vu. Je t'explique quand c'était. C'était dans une salle de cinéma, bien évidemment, et la salle était remplie. Et donc, je suis arrivé vraiment à la bourre, et je crois qu'on l'a regardé sur les marches d'escalier. Aïe, 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 aïe. Et après, bon. Bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses qui arrivent, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, alors le prochain, c'est pâte à modeler, poulet. Un chicken run. Oh la vache. Oh, mais Ok, c'est facile. ok, ok. Un dernier. T'étais pas là hier non plus? Sûr, hein? Non, bah non. Non, non. Ok. Si je te dis Airbnb, bûcheron et hiver. Hein? Pardon. Airbnb, bûcheron, hiver. Airbnb, bûcheron, Mhm. hiver. Alors là, n'hésitez pas hein, à me donner Encore. quelques. N'hésitez pas à bien le laisser galérer, si possible. Airbnb, bûcheron, Bonsoir hiver. Marion Fraîche. Magnifique celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il est dur celui-là. Mais il est rigolo. Si tu le trouves, tu vas bien te marrer. Ça, c'est une promesse. T'es le pire, Airbnb. Val. Viens voir ma grosse bûche. Yes. Énorme. Évidemment. Bon, Non, on est dira bien là. pas. Tu veux un Non, indice non. ou pas? Ouais, je veux bien, ouais. Euh... C'est Bûche. pas un film familial. C'est pas un film bonne ambiance. Ah! Ah, Horreur, genre. plaît-il? C'est un film d'horreur. Bah, dans les Zola, oui. Euh... Saut? Non, 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 absolument pas. Fargo, non, non plus. Non, je l'ai pas. Ok, dernier indice, hein, parce qu'après on va s'arrêter là. Mais Eh Shining, ben c'est oui, eh oui.
C'est pas du tout Airbnb. Mais c'est un hôtel. Non, mais ça n'a rien à voir. Eh Tu ben, m'aurais- les... Non, 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 tu m'aurais dit, ah non, 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 tu m'aurais dit hôtel, euh, euh, Mhm. vélo à roulette, Ouais, ou ouais. ou je sais pas quoi, ou labyrinthe, ou jardin, ou hiver, ou ce que tu veux, ou H. Mais pas Airbnb. C'est Airbnb qui m'a mis dans le. Ah Non, non, mais non, t'es pas non. concentré. T'es pas concentré. C'est ça aussi. Je te vois, tu rigoles, t'es pas concentré. J'en ai un dernier pour toi. Celui-là, il faut obligatoirement que je le place. Et après, on a fini avec ce jeu. Jean-Philippe Christopher, il est tout à fait d'accord avec moi, tu vois. Oui, C'est mais, pas mal. t'inquiète. Un dernier. Alors, t'es prêt pour le dernier? Ouais. Alors, 11 Oscars, Château fort et magie. 11 Oscars. Château. 11 Château fort et magie. C'est dur, hein? Ça pique, hein? Château fort. 11 Oscars. Bah, Shrek. Non, non, non. On n'est pas sur Shrek, non. Fatigue Magi- avec ses 11 Oscars. Je le place tous les soirs, celui-là. Magicien d'Oz. Non plus. Il a pas eu 11 Oscars, Magicien d'Oz, si? Ouais, je pense il devait pas être plan, hein. Camelot. Euh, un film de cap et Cherche pas sur d'épée. ton tel. Il y a des épées, il y a des épées, tout à fait. Il y a des capes aussi. Ouais. Euh, table ronde. Est-ce que ça serait pas Excalibur? Non, non, non. C'est un film de qualité premium. Bon, Excalibur, c'est plutôt qualité premium, hein. Camelot? Mais Camelot, il est pas sorti encore. C'est pas genre 11 acteurs oscarisés dans le même film. Non, non, c'est vraiment 11 Oscars. 11 Les Oscars. Ouais, on nous dit en commentaire pour t'aider, il y a des oreilles pointues. Il y a des oreilles pointues, putain. Eh oui, c'est pas les Gremlins. Non, il n'y a pas de. Ouais. Putain. Bah écoute, mais je T'es l'ai sûr pas. que tu. Ok, eh ben écoute. Je te donne un dernier ou je te donne la solution? Est-ce que tu veux perdre comme sans te battre ou La loose. Vas-y, vas-y, je perds sans me battre. Il y a Mais je un dernier pour t'aider parce que celui-là il est drôle. Il y a des bijoux dedans. Il y a des bijoux que tu peux mettre, que tu peux porter, des bijoux qui ne sont pas des colliers ni des boucles d'oreilles. Je sais. Le retour Ah, du roi ou dans le genre. exact, tout à fait. C'est ça, bravo, bravo. J'ai zéro culture ciné, mais je crois que je l'avais. Ah, tu vois? Ah, exact, voilà. Minas Tirith. Et- et- Exactement. Je sais pas ce qu'il y a. Exactement, exactement. Tu vois, non, Mais c'est Pablo, bien, t'es- mais oui, vous ne passez pas. Bien sûr. Mais oui, ring, 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 si facile. Mais what? Oui, ouais, Je suis flatté de ok. tant de dédicaces. Donc, bah, c'est pas mal, c'est un combien? C'est un 3 sur 5? 3 sur 6? Ouais. Avatar, j'ai merdé, et puis ouais, alors c'est sûr que le Hobbit, je suis passé à côté. Ouais, Ah, c'est une petite moyenne des familles. On va pas, voilà, on va pas rougir là-dessus. Ça va me permettre d'enchaîner sur notre deuxième sujet de ce soir, qui est un de tes sujets qui te tient particulièrement à cœur parce que tu écris une BD sur ce sujet-là, c'est les westerns et notamment le jeu Red Dead Redemption alors, avec mon accent français. Est-ce que tu peux nous pitcher ce jeu pour ceux qui connaissent pas forcément? alors, c'est un jeu qu'on m'a fait découvrir il y a quelques années par l'intermédiaire euh, d'un d'un d'un- d'un enfant qui me l'a fait découvrir. Donc, c'était vraiment très très bien. C'est chelou comme C'est phrase, mais ok. Allez. non, mais
avec quelqu'un et il y avait évidemment donc les enfants de cette femme Les fameux. et il m'a fait découvrir en fait ce jeu et parce que c'est toujours un passionné de jeux vidéo et ce qui est formidable avec Anatole, c'est qu'il avait déjà une perception très concrète de ce qu'est le jeu, ses dimensions, etc. Donc c'est vraiment c'était un joueur qui évidemment jouait à des jeux d'exploration, mais surtout aller voir au-delà de la map, etc., etc. Et il m'a fait découvrir ce jeu-là. Et on a aussi découvert aussi GTA, etc. On faisait des séances de jeux, mais aussi travailler sur par exemple, sur GTA, on faisait pas mal de street photo parce qu'on est dans un univers Los Angeles, donc c'était très intéressant. Et puis, ce qui est pour en revenir à Red Dead, c'est que Red Dead, c'est donc une histoire de personnages qui vont se succéder. Le premier, c'est John Marston. Le second, c'est Arthur Morgan. La rédemption dans le western, c'est évidemment un élément qui est hyper puissant dans le scénario, puisqu'on a affaire à une bande de brigands et de losers qui vont se découvrir une certaine forme de noblesse en essayant de construire leur vie. Alors, John Marston, il y arrive plus ou moins. Par contre, c'est vrai que Arthur Morgan, dans le deuxième opus, et je vais rien spolier, lui a une autre personnalité que je préfère d'ailleurs, et je vous propose vraiment de découvrir la partie, je dirais, story du jeu, parce que vous pouvez le jouer en ligne, mais vous pouvez aussi évidemment faire l'histoire. C'est vraiment brillamment écrit, quoi. On retrouve des termes, des thèmes qui sont chers à des grands réalisateurs comme Clint Eastwood, mais aussi Raoul Walsh, John Ford. Ils ont vraiment scénarisé concrètement l'histoire de telle manière à ce que même d'ailleurs, l'histoire est découpée en plusieurs scènes. Vous pouvez prendre votre cheval et vous pouvez évidemment aller dans quatre ou cinq territoires, puisque les États-Unis sont répartis en 4 ou 5 territoires. Il y a le désert, il y a la neige, il y a les prairies. Ouais. Et au fur et à mesure de votre histoire, vous allez découvrir des personnages, vous allez découvrir des ambiances. C'est vraiment extrêmement intéressant, vraiment. On passe un bon moment. Pourquoi c'est un jeu qui a fait parler de lui autant, et pourquoi on considère que c'est l'un des meilleurs jeux aujourd'hui sortis sur PlayStation, sur console? Parce que en fait, techniquement, c'est le plus abouti. C'est-à-dire que vous avez des ambiances de lune, de clair-obscur, de brouillard. Vous êtes dans la forêt, vous êtes en plein désert. Vous avez un système effectivement qui vous permet dans la journée de passer de l'obscurité au zénith. Mais tous ces éléments-là sont, je dirais en termes c'est très cinématographique. Et donc il y a beaucoup de précision, de minutie sur les détails, sur les décors, les costumes, les personnages, etc. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Et en termes d'heures de jeu, c'est combien? Je sais pas si tu l'as fini, toi. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Moi, je crois que j'étais à 80 heures quand j'ai. Après, ce qui est d'abord c'est hautement addictif. Je crois que j'ai fini le jeu en 3 mois, alors que je suis pas un grand consommateur de jeux vidéo. Mais celui-ci, ça fait effectivement 3 ans qu'il est sorti, et c'est absolument génial parce que on se retrouve, on peut jouer en ligne et puis on découvre d'autres choses, voilà. Et il y a plein d'autres modes aussi qui arrivent. Ils sont en train de développer plein d'autres modes, pas mal d'autres histoires un petit peu annexes. Et ça prolonge la durée de jeu. Là, il y a Bart Antoine qui nous dit 100 heures de jeu sur le Red Dead Redemption 2. Voilà. C'est phénoménal. Puis on a dû dépasser ça depuis, parce que je m'en sers beaucoup aujourd'hui pour récupérer quelques références, puisque la bande dessinée sur laquelle je travaille prend beaucoup d'éléments de ce jeu-là. Non pas pour en faire une copie, mais parce que les éléments de référence et la manière dont les choses sont je dirais, mises en place, on peut évidemment zoomer dans certains décors, on peut capturer ces éléments-là, ça nous permet effectivement de travailler sur de la documentation qui parfois se perd un peu.
Vas-y. C'est vraiment en termes de documentation et de recherche. Évidemment, on aime les westerns. J'aime les westerns, donc je regarde des films, des DVD, des bouquins, des BD. Là, j'en ai tout un tas, etc. Mais c'est vrai que d'avoir aussi ce jeu-là et pouvoir voir un petit peu comment ils ont travaillé certains décors, c'est très intéressant. Je suis en train justement de chercher le nom du concept de la méthode qui consiste à prendre des photos et faire des screens de jeux vidéo. C'est devenu une vraie notion artistique, un vrai concept, c'est-à-dire de faire des screens pendant une partie sur un jeu précis et pour les imprimer ou en faire des images de fond d'écran, etc. C'est devenu une vraie pratique. Je trouve ça assez dingue qu'aujourd'hui, 2020, les jeux soient tellement performants d'un point de vue graphique, d'un point de vue écriture, pour qu'on puisse se dire, bah tiens, j'en ferais bien un tableau au-delà d'un fond d'écran, comme on avait tous sur le téléphone quand on était jeunes. Au-delà de ça, d'en faire une vraie démarche créative, je trouve ça assez dingue. Et ça va nous amener à ton sujet de BD, qui est comment on traduit une idée, en tout cas un moment précis qu'on aime, comment on essaie de le traduire en dessin, en planche, et là pour le coup en screen. Mais je trouve ça assez dingue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, moi, honnêtement, dans les jeux vidéo, ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect graphique que là, j'ai vu un commentaire comme quoi il manquait la touche Rockstar, dézinguer du mec tout le temps. Enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt. Sur GTA, j'étais plus sur GTA d'ailleurs pour faire de la street photo, puis récupérer aussi ce médium pour expliquer aux étudiants comment on pouvait faire de la street photo sans se déplacer et en le faisant de son écran. Et ce qui m'intéresse dans Red Dead, c'est comment je peux détourner là aussi ce médium pour l'utiliser à des fins créatives. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à partir de ce qu'on trouve sur le jeu, on peut évidemment créer des personnages. J'ai ramené quelques trucs ici. Alors, c'est pas pour, voilà. Ça qu'on veut voir. Voilà. Alors, là, par exemple, il y a quelques personnages. Voilà, on est dans des études de perso pour que ce soit le plus cohérent possible. Et puis ensuite, faut prendre ces personnages et puis il faut voir un petit peu ce que ça donne quand ils arrivent à être en confrontation. Ça permet ensuite de les voir aussi ensemble quand ils font quelques pauses. Donc ça, c'est un travail qui est fait aussi pour Pablo. Et puis ensuite, il y a le découpage des scènes. Alors avec évidemment les scènes de bagarre, parce que les scènes de bagarre western, il en faut toujours un peu. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est d'ensuite au préalable, avant tout le travail graphique sur ces planches, c'est de faire un découpage et de partir de personnages que tu crées, mais qui sont, je dirais, complètement à toi, parce que en fait, c'est pas des personnages que tu trouves dans le jeu, mais ces personnages-là, on les a créés avec mon frère jumeau, et c'est une manière de dessiner avec mon frère, alors qu'il n'est pas avec moi, puisqu'il est en province. Donc du coup, quand il y a un personnage qui est en train d'être dans une forêt, et c'est un hommage à mon frère jumeau que je ne vois pas régulièrement, et donc du coup, c'est une manière de me rapprocher de lui. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai une question très précise sur comment on imagine un personnage, comment on lui donne des traits de caractère, comment on lui donne un visage, des attributs. Est-ce que lui, il a un pistolet avec 2 chargeurs, lui, il a un chapeau, lui, il a ça. Comment, dans l'univers du western qui est très codifié, qui est très concret sur certaines choses, c'est le cheval, le chapeau, le truc de shérif, l'insigne de shérif, comment on essaye de capter ça tout en s'en éloignant et faire un personnage qui est singulier? Alors, c'est une excellente question et je vous ai préparé 2-3 petits trucs. Alors, si je retrouve tout ça, en fait, au départ, quand on fait une bande dessinée, moi, ça faisait 20 ans que j'en avais pas fait une. Et pourquoi j'en avais pas fait une? Parce que ça demande en fait un investissement qui est assez colossal, dans le sens où il faut toujours avoir une certaine régularité dans le dessin, et il faut faire en sorte que faut tenir la distance, parce que une bande dessinée, c'est 40 pages. Les dessinateurs professionnels, ils mettent 1 an, parfois 1 an et demi pour pouvoir le faire. J'ai absolument pas cette prétention. Donc je sais que de toute manière, je vais avoir
je vais être heurté à plein de difficultés. Je sais griffonner 2-3 trucs, mais quand ensuite on doit dessiner une ville entière et avec un coucher de soleil et compagnie, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc démarrer, c'est clair. puis après on va aller sur des choses plus sophistiquées. Pour la création des personnages, il faut aussi accepter quand on fait de la bande dessinée qu'à un moment donné, le personnage, il prend tout seul. Il nous échappe un peu. Ouais. Il nous échappe un peu. Au début, quand je voulais chercher mes persos, ça démarre avec ça. C'est-à-dire que j'essaye de trouver quelques basiques, mais ils n'ont pas clairement une personnalité affichée. Et puis, au fur et à mesure, en se penchant sur la psychologie de ces personnages, l'objectif, c'est de leur donner une personnalité propre. Alors, ces personnages, je me suis rapproché aussi de Sylvain Laura, avec lequel j'avais fait une bande dessinée à l'armée, qui est mon co-scénariste et mon dialoguiste, et on essaie de trouver, en fait, auprès de chaque personnage, une densité qui va leur permettre, à un moment donné, d'exister et d'être complémentaires. C'est tout le rôle, en fait, du buddy movie, d'avoir des personnages qui sont à l'opposé l'un et l'autre. Donc, au départ, on se dit qu'un Indien et un Européen, au cœur de l'Amérique, l'Amérique des pionniers, comment ils vont réagir par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on trouve les personnages, on les voit là. Donc ça, c'est le personnage. On les voit, là. Qui a été aussi conçu par mon frère jumeau, et puis le mien, si je puis me permettre, qui était un petit peu, et ce sont 2 personnages que vous pouvez retrouver dans le jeu. Et attends, il a un prénom, ce frère jumeau, quand même. Fabien. On les a conçus. Voilà. Fabien. On les a conçus sur le jeu, bien sûr. On les a conçus sur le jeu, et puis on les a retrouvés ensuite en bande dessinée. Et toute l'idée, c'est de voir comment ils interagissent ensemble. Donc leur interaction, elle est beaucoup basée sur notre interaction à nous personnelle. Et avec Sylvain, on a densifié ces personnages pour leur donner vraiment une existence propre et des contradictions, etc., etc. Alors les filles, évidemment, elles sont au cœur aussi du western. Donc voilà G, une carabinière, qui va rejoindre ce duo et qui va évidemment permettre à l'histoire de rebondir. Voilà. Alors, évidemment, une fois qu'on a ces personnages, faut travailler leur gestuelle, leur posture. Plus ils sont aux antipodes, plus c'est intéressant à travailler. Alors, on me demande quel est le workflow. Ouais. Alors, faut dire qu'au départ, tout vient du dessin. Donc, il y a des crayonnés, je regarde beaucoup de westerns, donc du coup, je récupère plein de personnages. Il y a une idée, par exemple, il y a un western qui est sorti avec Ethan Hawke, où il y a Travolta qui a une espèce de jambière parce qu'il s'est pris une balle dans une jambe, donc ça peut peut-être devenir une idée. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Et puis, donc, du coup, l'objectif, c'est d'arriver effectivement à créer ces planches. Alors, ce qui est compliqué quand on fait de la bande dessinée, c'est que les planches, en fait, elles ont pas toutes, on n'est pas tout le temps régulier. Donc, je sais que par exemple celle-ci, cette case, elle n'est pas super géniale, donc je vais devoir la refaire. Mais ce qui compte quand on avance comme ça chaque dimanche, chaque samedi, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer. Même si celle-ci, elle n'est pas nickel, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avancer tout le temps. Parce que c'est intéressant, c'est quand tu dis avancer, est-ce que ça peut être un conseil que parce que là, tu as une démarche quand même très très créative dans la réflexion, puis ensuite sur l'application, la mise en application de tes idées. Est-ce que tu as un conseil peut-être, tu vois, pour être dans du pragmatisme sur comment lancer un projet créatif, comment mettre à plat ses idées? Et pour le coup, là, tu as une BD qui peut l'illustrer pas mal. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui lancent ce type de projet créatif? Un bon projet créatif, pour en avoir discuté avec Raphaël Gilzaberti que j'ai eu hier au téléphone sur ce sujet-là, parce que lui aussi veut lancer un graphic novel, c'est que l'objectif, c'est vraiment de se sentir en tension vis-à-vis du sujet. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'explorer le personnage, on a envie de consacrer du temps. C'est presque un sujet qui vous happe et qui vous donne de l'énergie. Je sais que quand je me retrouve le week-end pour décompresser, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner à travailler tous ces éléments-là. On passe à une vitesse folle. Je démarre le matin à 9h et c'est déjà dimanche 17h, quoi. Ça va super vite. Le premier élément qui vous dit que oui, vous tenez un super truc, que ça vous donne de l'engagement et que du coup vous vous sentez investi,
ce sont ces éléments-là qui sont hyper importants. Ensuite, sur tout ce qui est de la question technique, moi, c'est vrai qu'a priori, je travaille là vraiment à l'ancienne, quoi. Je suis sur du papier, du crayon, mes bouts de scotch, je redessine par-dessus. Alors, je monte un peu plus haut, mais sur des bouts de scotch, des petits trucs comme ça. Normalement, aujourd'hui, il y a des palettes graphiques qui sont extrêmement performantes. On peut zoomer dans l'image, etc. Et donc, effectivement, oui, ça reste des planches papier à l'ancienne. Ouais. Moi, je travaille sur un papier qui est du layout de pub. Du layout. Du layout, ouais, c'est un papier spécial sur lequel tu peux travailler avec des feutres alcool pour trouver de la couleur. Donc je vais faire ensuite le travail de couleur sur ce type de papier. Donc j'ai pas du tout de méthode moi de bande dessinée, de dessinateur de bande dessinée professionnel où les mecs travaillent, et les nanas hein, bien sûr travaillent avec du bleu, ensuite scannent les trucs ou travaillent directement sur la palette graphique. Je suis vraiment pas dans cette énergie-là, en tout cas. D'accord, c'est plutôt sur. Ouais, vas-y. Quoi. C'est le côté papier, c'est le côté. C'est un challenge aussi d'essayer d'avoir un dessin qui soit à peu près terminé, abouti, et qui peut-être par la suite va passer par un petit peu de retouche, et de manière, je dirais, la plus simple possible. Voilà. Ok, ben écoute, hyper clair, hyper intéressant, hyper complet comme explication. On a pu voir tout ce qu'on avait dit en termes de ciné sur l'Avenger, en termes de gaming sur Red Dead et surtout en termes de démarche créative et artistique avec tes planches et ta BD qui s'appelle Riders on the Storm. Riders on the Storm, avec l'accent évidemment. Mais nous on a hâte de découvrir ça plus en détail. Je te remercie Nicolas d'avoir pris le temps de faire ce live avec nous et de répondre à nos questions et d'en dire un peu plus sur tes passions ciné, séries. On continue dans la démarche qui est la nôtre de dire ce que vous devez regarder comme film, ce que vous pouvez regarder comme série et surtout ce que vous devez faire c'est rester chez vous. Je te laisse le mot de la fin et je te dis à bientôt. Pablo m'a offert ce bouquin qui s'appelle Deadwood. Si vous voulez chercher à lire un super western, c'est tiré évidemment de la série qu'on retrouve sur HBO, je crois. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est vachement bien. Et puis sinon, j'avais prévu tout un tas de trucs aussi à vous faire. N'hésitez pas à regarder des Blueberry. Allez voir ce qu'on faisait avant en termes de bande dessinée, de référence, parce que il y a du pur dessin. Vous trouvez ça chez des bouquinistes. Ça coûte vraiment pas cher. Ça c'est une mine d'or. Voilà, c'est un truc formidable. Wild West, c'est vachement bien. C'est sur la vraie vie de Kamiki Jane. C'est un super. Et puis l'Undertaker, formidable, ainsi que celle-ci jusqu'au dernier. Ce sont plein d'ouvrages et de bandes dessinées d'artistes qui travaillent sur le sujet et qui explorent le western de manière noble. C'est vachement intéressant. Voilà. Merci en tout cas. Le mot de la fin était propre, intéressant. Merci à toi pour ton temps et on se dit à très vite. Merci beaucoup Valentin et merci à tous. Au revoir.